Bonjour, je suis ravi et honoré de vous retrouver aujourd'hui pour une mise au point sur les femmes fontaines et l'éjaculation féminine et qu'est-ce qu'on en sait réellement aujourd'hui. J'aurais pu choisir comme sous-titre à ce topo "Toutes les femmes fontaines n'éjaculent pas", que j'ai déjà utilisé il y a quelques années dans un article et qui a l'avantage de résumer deux points importants de cette présentation. C'est que l'émission fontaine, l'éjaculation féminine, ça existe, que c'est pas un mythe et que c'est bien deux choses qui sont distinctes et différentes. Je suis le docteur Samuel Salama, je suis gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction, andrologue et sexologue. Et pour valider mon diplôme de sexologie, en 2013, j'ai présenté un mémoire qui permet de localiser précisément l'origine de la source de ces femmes fontaines. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. Alors, si vous allez sur Internet et que vous tapez femme fontaine, vous tombez tout de suite sur la définition Wikipédia de l'éjaculation féminine et qui vous dit que l'éjaculation féminine chez une femme, c'est la libération d'un liquide à l'approche ou au moment de l'orgasme, et que ce liquide est généralement de très faible abondance chez la plupart des femmes, mais chez certaines ça peut être beaucoup plus abondant, et donc l'expression populaire de femme fontaine est utilisée pour désigner une femme avec une éjaculation très abondante. Alors si vous allez voir la définition d'éjaculation, c'est l'action de projeter un liquide biologique hors de soi avec force, et ça a tout de suite une connotation masculine. Bref, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la définition est assez floue et un petit peu ambiguë. L'origine du mot femme fontaine, c'est à la psychanalyste Frédéric Gruyère qu'on la doit en 1984 dans un ouvrage qui s'appelle Ce paradis trop violent. Et donc, elle utilise cette expression imagée de femme fontaine pour parler d'une réalité méconnue à cette époque-là, celle du plaisir chez certaines femmes qui va se manifester avec l'émission abondante d'un liquide au moment de l'orgasme. Alors, c'est quelque chose de méconnu, mais c'est quelque chose qui pourtant existe depuis très longtemps. Et donc, je me permets de vous faire un petit rappel historique qui s'inspire de la revue de littérature qu'a fait le docteur Corda en 2010, puisque c'est un phénomène connu, les femmes fontaines, étudié depuis très longtemps, depuis plus de 2000 ans. En fait, même depuis la mythologie, on en parle, et peut-être même que le nectar des dieux serait en fait ce liquide qui conférerait la vie éternelle. Dans l'Antiquité, les médecins prestigieux, les pères fondateurs de la médecine, Galien, Hippocrate, Aristote, ont rapporté qu'avec l'émission de ce liquide, il y avait plus de plaisir dans le rapport sexuel, que ce liquide pouvait même éventuellement avoir un rôle actif dans la reproduction, puisqu'il faut la rencontre des deux fluides, de celui de l'homme et de la femme, et que ça pouvait même avoir un rôle dans le choix du sexe de l'enfant. Des grands noms de la médecine, tels que Ambroise Paré, Régnier de Graff, Alexander Skene, ont fait des travaux un petit peu plus poussés pour rechercher l'origine de la source. Au cours de la deuxième partie du XXe siècle, un médecin new-yorkais, un Allemand immigré, qui est Ernst Grafenberg, a particulièrement travaillé sur le plaisir féminin, sur le rôle de l'urètre dans le plaisir féminin, et donc a décrit ce phénomène et a émis quelques hypothèses. Dans les années 1980-90, un Yougoslave, Milan Zaviasic, a fait des travaux de dissection et a fait beaucoup d'avancées sur l'anatomie et la fonction de la prostate féminine. Donc tous ces gens ont aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce mécanisme. Alors, les femmes fontaines, l'éjaculation féminine, aujourd'hui, c'est une réalité. Pendant un temps, on en a douté, est-ce que ça existe réellement, est-ce que c'est un mythe, mais d'où ça vient? Aujourd'hui, clairement, c'est une réalité, et c'est une réalité dont on parle. Aujourd'hui, vous avez des livres et des livres sur Internet qui vont en parler, qui vont faire des recherches dessus, qui vont vous donner des explications, et il y a le dernier ouvrage qu'on a publié avec le docteur Devaux sur ce sujet. Au cinéma, on va en parler dans du cinéma d'auteur, avec De l'eau tiède sous un pont rouge, au Festival de Cannes, ou du cinéma plus populaire, Les Caïras, qui racontent l'aventure de trois jeunes de banlieue qui partent à l'aventure et puis qui ont la chance de rencontrer pour la première fois une femme fontaine. Au théâtre, Rufus a joué Les Jaillissantes, une pièce de théâtre où il parle de ce plaisir sexuel jaillissant. Il y a eu un documentaire qui a été fait par Olivier Jourdain en parlant du Kunyanza,
qui est en fait une pratique ancestrale au Rwanda, et c'est l'expression de ce plaisir très humide chez ces femmes-là qui émettent une forte quantité de liquide au moment du plaisir sexuel. En 2014, j'ai été sollicité par Nice Matin pour faire une interview et suite à mon mémoire. Et cette interview, il faut savoir que ça a été l'article le plus lu dans Nice Matin en 2014. Donc il y a réellement un buzz sur ce sujet des femmes fontaines, sur l'éjaculation féminine, et donc sur Internet, vous allez sur Google, vous tapez ces mots-là, et ça buzz, et il y en a plein. Vous pouvez même aller sur YouTube, et sur YouTube, il y a des tutoriels. Il y a des tutoriels où on va vous expliquer comment éjaculer quand on est une femme, qu'est-ce que le squirting, comment faire squirter une femme, qu'est-ce que c'est une femme fontaine, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en sait. Voilà. Donc très très riche, plein de choses à voir, plein de choses à faire. Et puis il y a aussi un business qui s'est développé là-dessus. Il y a d'abord eu les DVD avec d'anciennes stars du cinéma pornographique qui vendent des DVD pour 100 $ et qui vous expliquent comment donner à une fille un orgasme intense, corps entier, qui va lui en faire mettre partout dans le lit, et ce de manière garantie. Il y a The Female Ejaculation Sex Education Institute qui a été créé et qui, Deborah Sandel, fait le tour du monde pour aller faire des ateliers et expliquer aux femmes comment devenir femme fontaine et comment trouver leur point G. Il y a ensuite des webinars en ligne, donc des ateliers en ligne pour les débutantes ou les confirmées. Il y a aussi une nouvelle niche dans le monde du cinéma pornographique avec squirting, femme fontaine, éjaculation féminine, qui est devenu en fait un tag complet sur les sites porno. Et puis dans la population. Donc il y a Pastor en 2014 qui a publié une revue de littérature où il reprend les quelques études qui ont été sur le sujet, et il voit que il y a entre 10 et 54% des femmes qui seraient fontaines, mais en fait tout dépend de comment on pose la question. Si vous demandez à une femme, est-ce que vous êtes femme fontaine ? Ou est-ce que vous avez déjà eu l'expérience au cours de votre vie d'émettre une grande quantité de liquide, donc au cours des rapports sexuels. Donc en fait, il y a énormément de biais là-dessus et on ne sait pas réellement la prévalence aujourd'hui dans la population générale. Alors, l'origine de la source, elle est franchement pas claire. Si on continue l'article sur Wikipédia, on retrouve que ils nous disent clairement que les résultats sont contradictoires, et certains vont jusqu'à dire que chez les femmes, l'éjaculat aurait toutes les caractéristiques du sperme, sauf la présence de spermatozoïdes. Bon, c'est pas très très clair, la physiologie est incertaine, controversée, ça reste flou. Est-ce que c'est de l'hyperlubrification vaginale? Est-ce que c'est de l'émission prostatique? Est-ce que ça vient des glandes de Bartholin? Est-ce que ça viendrait de la vessie? On ne sait pas. Ou on a quand même une petite idée. En tout cas, il n'y a aucune étude qui a utilisé un moyen d'imagerie clairement pour localiser l'origine de la source ou de la glande ou de la réserve qui pourrait être responsable de cette émission fontaine. Alors, on va éliminer d'emblée les glandes de Bartholin. Le liquide, clairement, il est émis par l'urètre. D'accord ? Ça a été observé dans les années 70-80. On le sait, ça vient de l'urètre. Les glandes de Bartholin, ça se trouve dans le tiers inférieur du vagin, sur la face interne des petites lèvres. Donc clairement, ça n'a rien à voir, c'est pas les glandes de Bartholin. La lubrification vaginale, elle est due à un ultrafiltrat plasmatique. En fait, pendant l'excitation sexuelle, il y a un afflux de sang qui arrive dans le petit bassin et qui va créer une hyperpression au niveau des capillaires, au niveau des petits vaisseaux sanguins. Et donc, il va y avoir une transsudation, un passage du plasma au travers ces petits vaisseaux qui va passer dans les cellules du vagin et qui va en fait aller tapisser l'ensemble du vagin. Donc il n'y a pas de glandes, il n'y a pas de réserves qui font la lubrification vaginale, c'est vraiment une production continue liée à l'excitation et liée à un afflux de sang dans le bassin. Alors pour en savoir plus, avec le docteur Deveau, pour réaliser mon mémoire, on a décidé de faire une étude médicale et de proposer à des femmes de venir participer à des échographies et des dosages biochimiques. Donc cette étude a été publiée secondairement dans le Journal of Sexual Medicine et ça a fait un buzz incroyable. Donc Dr Deveau m'avait dit, mais si tu vas jusqu'au bout de ton étude, tu vas voir, ça va faire un buzz incroyable. Donc, je ne comprenais pas. Et au final, il a raison, on en a parlé, on en a beaucoup parlé par la suite.
Donc comment s'est passée l'expérience? On a recruté 7 femmes qui ont accepté de participer et qui avaient comme caractéristique d'être systématiquement fontaines au cours des rapports sexuels. Elles sont venues, on a discuté, on leur a demandé un petit peu leur passé médical, leur passé sexuel et leur vécu de femme fontaine, et puis on leur a demandé une première miction. On a récupéré les premières urines, ça fait le premier échantillon biochimique. Ensuite, on a réalisé une échographie pour regarder un petit peu l'ensemble des organes du pelvis, l'utérus, les ovaires, les trompes, la vessie, et puis on leur a demandé de se stimuler sexuellement, seules ou avec leur partenaire si elles étaient venues avec, et de nous appeler quand elles se sentaient prêtes à être fontaines. À ce moment-là, on est revenu, on a fait la deuxième échographie pour voir éventuellement les modifications dans les organes du bassin, et puis on leur a demandé de faire fontaine. On a récupéré le liquide femme fontaine, l'émission fontaine, c'est le liquide, le prélèvement biochimique B2. Et puis, on a réalisé immédiatement après une échographie pour voir les modifications. On leur a demandé ensuite d'aller faire une seconde miction, donc c'est l'échantillon biochimique 3, et on a débriefé ensuite avec elles pour voir ce qu'il en était. Alors qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien ces femmes, elles sont plus ou moins jeunes, certaines ont 19 ans, d'autres ont 52 ans, elles sont étudiantes, architectes, commerciales, célibataires, divorcées, en couple, caucasiennes, guyanaises, africaines. Elles sont de taille et de poids classiques, elles n'ont pas d'antécédents particuliers, elles n'ont pas d'antécédents gynéco particuliers, certaines ont des enfants, d'autres n'ont pas d'enfants, en tout cas elles n'ont aucune ont de l'incontinence urinaire, et puis comme traitement, certaines contraceptions, d'autres pas, bref, rien de particulier. Elles ont eu leur premier rapport sexuel à 14 ans ou un petit peu plus tard, elles ont eu quelques partenaires dans leur vie ou beaucoup plus, elles ont une vie sexuelle active et qu'elles qualifient de plutôt satisfaisante dans l'ensemble. Elles ont connu leur expérience fontaine il y a quelques mois ou il y a plusieurs années. Pour la plupart, ça a été une surprise et c'est plutôt agréable. Et chez certaines, il y a quand même un petit peu de gêne. Pour la plupart, ça reste sélectif à un certain nombre restreint de partenaires. Pour d'autres, ça arrive avec tous les partenaires. Pour la stimulation, pour la plupart, ça reste une stimulation digitale. Pour d'autres, ça peut être tout mode de stimulation. Elles se sont masturbées entre 25 et 60 minutes. Elles ont émis le liquide fontaine avec la stimulation digitale. Pour 5 sur 7, leur partenaire était là. Pour 2 sur 7, elles étaient seules. Et elles ont émis un liquide qui allait entre 15 et 110 millilitres. Les résultats. L'échographie. La première échographie retrouve chez ces femmes qui venaient d'aller aux toilettes, d'aller uriner, une vessie qui est vide. La seconde échographie, après un certain temps de stimulation, retrouve une vessie plus ou moins remplie. Et la troisième échographie, juste après l'émission fontaine, retrouve une vessie vide. Les images parlent d'elles-mêmes. Au niveau de la biochimie, le premier liquide, c'est les urines avant. Le troisième prélèvement, c'est les urines après. Et le prélèvement du milieu, c'est l'émission fontaine. On a été analysé biochimiquement ce qu'il y avait dans ces 3 prélèvements chez chacune des femmes. Et chez toutes, on retrouve dans tous les prélèvements, que ce soit les urines avant, les urines après, l'émission fontaine, de la créatinine. La créatinine, c'est un produit de dégradation du muscle qui est excrété par les reins dans les urines. On retrouve aussi de l'urée. L'urée, c'est un produit de la destruction de certains acides aminés par le foie qui est excrété par les reins et qu'on retrouve dans les urines, classiquement. Et puis de l'acide urique, qui est aussi un produit de dégradation de l'ADN qu'on retrouve, qui est excrété par les reins et qu'on retrouve dans les urines. Non discutable. Et puis, il y a le PSA. Le PSA, c'est le prostatique spécifique antigène. C'est un marqueur de la prostate chez l'homme, mais aussi de la prostate chez la femme, parce que les femmes ont une prostate. On le retrouve classiquement pas dans les urines spontanées avant, on le retrouve chez 5 femmes sur 7 dans l'émission fontaine et dans les urines d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2 femmes sur 7 sont authentiques fontaines sans pour autant utiliser leur prostate. Et qu'on a bien 2 mécanismes différents qui renvoient au premier sous-titre que je vous avais souligné, c'est que l'éjaculation féminine et l'émission fontaine, c'est bien 2 choses qui sont différentes.
Et que pour nous, ça colle, puisque la prostate féminine, c'est un petit organe qui va faire entre 2 et 5 grammes et qui est incapable d'émettre une telle quantité de liquide. Alors, il y a eu d'autres études qui ont été faites pour mieux comprendre la physiologie. Il y a d'abord eu l'étude de Gary Schubach chez 7 femmes, et il a comparé en fait au niveau biochimique l'émission Fontaine et les urines du matin. Lui retrouvait un mécanisme de dilution que nous n'avons pas retrouvé dans notre étude. Mais pourquoi? Parce que en fait, tout dépend du contexte. Les urines du matin ont plutôt tendance à être concentrées. En fait, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est la physiologie du rein pendant l'acte sexuel, pendant l'excitation sexuelle. Master et Johnson ont décrit un petit peu ce qui se passait au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau tensionnel, etc. Mais le rein, on ne le connaît pas bien. Mais le rein, c'est compliqué, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui vont influer sur la fonction rénale, et notamment l'état d'hydratation. Si vous sortez d'un footing ou par 30 degrés où vous êtes déshydraté, bah votre rein il va très très peu produire. Si vous sortez d'une soirée avec des amis où vous avez bu 2 bouteilles de champagne, et ben votre rein il va beaucoup plus produire et la concentration des urines n'est pas la même. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je tenais à le rappeler, à consommer avec modération. Il y a aussi l'étude de Rubio Casillas en 2014, chez qui il a fait un cathétérisme chez une femme. Et donc il a réussi, en isolant la vessie, à montrer clairement qu'il y avait 2 mécanismes. D'un côté, l'éjaculation féminine, un petit liquide blanchâtre de moins d'1 millilitre, qui contient beaucoup de PSA et qui est invisible à l'œil nu dans la vie de tous les jours, moins d'1 millilitre. Donc on ne peut pas le repérer. Et à côté de ça, le squirting qui va être beaucoup plus abondant, mais qui ne contient pas ou peu de PSA et qui contient tous les mêmes dérivés des urines, l'acide urique, l'urée et la créate, avec une coloration blanche-jaune. Donc aujourd'hui, clairement, pour résumer, on a bien 2 phénomènes distincts. Un moment, d'un côté, on a l'émission prostatique qui est l'éjaculation féminine et à côté, on a l'émission vésicale qui est les femmes fontaines, le squirting ou le gushing en anglais. Et donc on va parler aujourd'hui des émissions liquidiennes de la femme péri- ou pérorgasmique et on a bien 2 choses différentes. Pour aller plus loin dans l'analyse, l'éjaculation féminine, c'est blanc laiteux, ça vient de la prostate féminine, c'est moins d'1 millilitre et ça ne contient pas d'urée, pas de créate, pas d'acide urique et beaucoup de PSA. Et l'émission Fontaine, ça est clair, c'est plus ou moins jaune, ça vient de la vessie, c'est sécrété par les reins, ça a un volume de plus de 150, voire 200, 300 millilitres, ça contient de l'urée, de la créate et de l'acide urique, et pas ou peu de PSA. Voilà. Donc il y a quand même eu d'autres études qui ont été faites pour essayer de mieux comprendre ces femmes et de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a d'abord eu l'étude de Cartwright, qui a comparé 6 femmes qui disaient éjaculation féminine, mais vous comprenez en fait l'abus de langage, le mélange de langage, puisqu'en fait c'était des femmes squirting, c'était des femmes qui étaient émission fontaine et qui n'étaient pas éjaculation de prostate. Et il a comparé donc ces 6 femmes fontaines à 6 femmes témoins, il leur a soumis un questionnaire sur l'incontinence urinaire et il leur a même fait un bilan aérodynamique et conclusion, aucune différence entre ces 2 groupes de femmes fontaines et de femmes témoins. Pastor a été plus loin, il a même été comparé ces femmes squirting, encore une fois, pas female ejaculation, mais squirting, versus celles qui ont de l'incontinence percoïtale, et il dit que ce n'est absolument pas la même chose, puisque l'incontinence percoïtale survient au cours du rapport sexuel, en l'absence d'orgasme à cause de mouvements mécaniques, et que l'émission fontaine est corrélée au plaisir sexuel et à l'orgasme, et que généralement dans l'incontinence percoïtale, c'est associé à une incontinence d'effort de la vie de tous les jours qu'on ne retrouve absolument pas chez ces femmes qui ont une émission fontaine pendant le rapport sexuel. Et puis Florian Wimpy-Singer a été curieux d'interroger les femmes via un questionnaire en ligne dans plusieurs pays, un questionnaire en anglais pendant plus de 18 mois, et 320 femmes fontaines ont accepté de répondre à ce questionnaire. Alors voyons les résultats.
Certaines disent qu'elles sont fontaines plusieurs fois par semaine, 31%, d'autres plusieurs fois par mois. Pour 19%, c'est quotidiennement, et puis pour d'autres, c'est un petit peu plus rarement. Les volumes émis, ça va aller de 0,3 millilitres pour quelques femmes à près d'un quart qui rapporte que pour elles, c'est plus de 150 millilitres. L'origine de la source n'est pas claire pour elles, puisque 44% disent je ne sais pas d'où ça vient, et puis d'autres vont dire que ça vient du vagin, ou de la paroi antérieure du vagin, ou de l'urètre. C'est pas très très clair, et c'est plutôt quelque chose qui est méconnu, même pour ces femmes qui sont elles-mêmes fontaines. Tenez, petite expérience que j'avais faite il y a quelques années quand je présentais un topo à Biarritz. Ce verre contient 150 ml d'eau. Laissez-moi vous montrer les résultats si on le verse sur elle. Voilà, donc ça laisse des marques sur les vitries, on ne peut pas dormir avec, et donc femme fontaine, ça s'improvise pas, ça s'organise, sinon il faut changer les draps. Et puis, Wimpy Singer a été plus loin, et puis il s'est interrogé sur l'impact de ces émissions liquidiennes sur la vie sexuelle du couple. Donc, près de 80% des femmes disent que c'est un enrichissement pour leur vie sexuelle, 10% rapportent que elles s'en fichent, et puis il y a quand même près de 10% qui trouvent qu'elles préféraient ne pas éjaculer, ou que de temps en temps ça les gêne, et puis il y a quand même 2 de ces femmes qui disent que c'est pathologique. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi la vision du conjoint, puisque dans 90% des cas, le conjoint a une vision plutôt positive. Dans un certain nombre de cas, il n'est pas au courant, chez 4,4% des femmes, il est indifférent chez 5% des femmes, et ce qui est intéressant, c'est que chez 2 hommes, 2 de ses partenaires, ils ont une vision négative. Et je suis persuadé que ceux qui ont une vision négative, c'est les conjoints de ces femmes qui ont la sensation que c'est quelque chose de pathologique. Une autre étude très intéressante a été faite par Caroline Le Saffre lors de son mémoire du DU de Sexo à Lille en 2011. Elle a eu l'idée, la très bonne idée, d'interroger 12 hommes hétérosexuels qui ont connu plusieurs femmes fontaines. Ils devaient en connaître au moins 3, et sur ces 12 hommes, il y a eu entre 3 et 20 femmes fontaines. Qu'est-ce qui ressort de leur expérience avec ces femmes ? 8 ont aimé cette inondation pour la première fois, je reprends les mots du mémoire. 10 trouvent que ça augmente leur excitation ou leur orgasme. 5 recherchent ce phénomène à chaque fois qu'ils sont avec une partenaire. 6, ils pensent que c'est systématiquement lié à l'orgasme de la femme, ce qui n'est pas forcément vrai. 11 pensent qu'il faut une technique particulière et un lâcher-prise. 9 pensent qu'il faut des préliminaires relativement longs. Et 12, et ça c'est très intéressant, 12 hommes sur 12 pensent que toutes les femmes sont potentiellement fontaines. Et ça, c'est très intéressant et c'est une bonne approche pour le savoir. Donc c'est un critère de satisfaction chez l'homme parce qu'il a l'impression d'avoir fait jouir sa partenaire. Alors, comment on est fontaine ? D'où ça vient ? En 2015, avec le Dr Devo, nous avons aussi publié un article et pour la première fois, nous avons émis 2 hypothèses sur l'origine des femmes fontaines. D'un côté, les femmes fontaines dépendantes et les femmes fontaines autonomes. Et ça, nous l'avons évoqué parce qu'on a eu des témoignages de femmes qui nous racontaient des mécanismes différents. Donc, 2 mécanismes. Le premier, les femmes fontaines dépendantes, où ça va dépendre de la pression digitale sur la paroi antérieure du vagin, et de l'autre côté, les femmes fontaines autonomes, où ça va être un empalement cérébral. Je vous explique. En 1981, Frank et Diego, avec Beverly Whipple, des sexologues américains très connus, rapportent que pour une female ejaculation, une femme fontaine, il y a une zone gâchette. Et cette zone gâchette, cet interrupteur qui va déclencher l'émission liquidienne, se trouve sur la paroi antérieure de la vessie, sur la paroi antérieure du vagin. Et donc, en hommage à un monsieur qui 30 ans auparavant avait décrit une zone particulièrement voluptueuse et agréable là-dessus, Grafenberg, dont je vous ai parlé dans l'histoire précédemment, ont appelé cette zone
en hommage à Grafenberg, la Grafenberg Spot. Et c'est devenu le point G. Alors le point G, dans les années 80-90, ça a été un grand questionnement. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais aujourd'hui, on est tous d'accord pour vous dire qu'il n'y a pas un organe derrière le point G, mais qu'il y a la réunion de plusieurs organes, et c'est en fait le complexe clitorido-urétro-prostato-vaginal. Donc l'ensemble de ces organes particulièrement sensibles, quand ils sont mobilisés, vont donner du plaisir à la femme. Et chez les femmes fontaines dépendantes de la pression digitale sur ce point, eh ben, en stimulant ce point, ça va être particulièrement voluptueux, particulièrement agréable, particulièrement bon, mais cette manœuvre va faire couler la vessie. Si on continue à stimuler ce point une fois que la vessie est vidée, on continue à donner du plaisir, mais il n'y a plus de liquide qui coule. Et si on le fait à vessie vide, il n'y a pas de liquide qui coule. Les femmes fontaines autonomes, c'est un tout autre mécanisme. En fait, elles vont être fontaines à chaque fois qu'elles vont avoir un orgasme. Contrairement aux dépendantes, où il n'y a pas forcément d'orgasme, il y a du plaisir, il y a de la volupté, mais il n'y a pas forcément d'orgasme. Chez les femmes fontaines autonomes, il y a systématiquement un orgasme. Pour déclencher l'orgasme, il y a la stimulation des organes génitaux qui vont être dont la sensibilité, la sensation va être recueillie au niveau cérébral, dans le cerveau archaïque, puis ça va aller se connecter sur le cerveau un petit peu plus moderne, le cerveau cortical, et pour pouvoir déclencher l'orgasme, la femme va devoir débrancher une zone qu'il y a ici, dans le cortex orbitofrontal, qui est la zone du candidaton. Si la femme ne débranche pas cette zone, elle ne peut pas jouir. Et le fait de débrancher cette zone, le lâcher-prise, lui permet d'accéder à l'orgasme. Mais juste à côté de cette zone du lâcher-prise, à côté, il y a la zone du contrôle sociétal de la miction. Depuis qu'on est petit, on nous a expliqué que pour faire pipi, il fallait trouver un endroit discret, propre, décent, etc. et qu'on ne pouvait pas faire pipi n'importe où. Et bien, chez certaines femmes, quand elles vont lâcher prise au niveau cérébral, et ben ça va déconnecter aussi ce verrouillage de la vessie, et donc elle va avoir une contraction très puissante du détrusor, le muscle de la vessie, qui va se mettre à éjecter le liquide. Donc d'un côté, on a un mécanisme digital sur la pression, et de l'autre côté, on a un mécanisme cérébral où, quel que soit le mode d'orgasme, qu'il soit clitoridien externe, par la pénétration vaginale, pénétration anale, stimulation des mamelons, peu importe, à partir du moment où la femme accède à un orgasme, elle débranche son cerveau et elle va émettre le liquide. Caroline Le Save, dans son mémoire, avait aussi interrogé des femmes, et donc ces femmes fontaines, les modes de stimulation où ça marche systématiquement, ça va être le mode de stimulation digitale de la paroi antérieure pour les femmes fontaines dépendantes. La position d'Andromaque, qui est aussi la position où la femme contrôle le mieux ses mouvements et va pouvoir aller chercher sa stimulation sur la paroi antérieure. La masturbation et le cunnilingus, qui sont aussi des modes d'accession à l'orgasme le plus facile pour les femmes fontaines autonomes. Donc, j'arrive à la fin de ce topo, et les messages importants à retenir, c'est que l'éjaculation féminine et l'émission fontaine, c'est pas un mythe, c'est une réalité et c'est une vérité aujourd'hui de la sexualité féminine. Qu'il existe bien deux types de fluides distincts qui peuvent être émis pendant le rapport sexuel. L'éjaculation féminine qui vient de la prostate féminine en très petite quantité et qui est impossible à voir dans la vie de tous les jours. Et puis l'émission fontaine qui provient de la vessie et qui peut atteindre 200, 300, 400 millilitres et qui oblige à une organisation, sinon il va falloir changer les draps. Bien sûr, ces deux sont complètement différents de la lubrification vaginale. Toutes les femmes peuvent être fontaines dépendantes, avec une technique de stimulation particulière sur la paroi antérieure du vagin, le fameux point G, et avec un mécanisme de laisser aller, de lâcher prise et de confiance dans le partenaire. L'émission fontaine et l'éjaculation féminine ne sont pas un but ultime en soi, et on peut avoir une sexualité très satisfaisante sans être fontaine, sans éjaculer. Alors, pour certaines, être fontaine, ça les gêne, ça pose problème avec des nouveaux partenaires. Donc, un conseil, videz la vessie. On ne peut pas être femme fontaine à vessie vide. Pour d'autres, chez qui ça éveille de la curiosité, n'hésitez pas à expérimenter, allez chercher, allez titiller, et il se peut que ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Je vous remercie de votre attention, et puis essayez si vous avez envie.